Eh bien, donc bonjour. Bonjour aux vaillants d'avoir bravé, bravo et merci d'avoir bravé la pluie du coup. Les vacances, la pluie, c'est un créneau pas facile, mais c'est bien, je suis content que vous soyez tous là du coup pour cette première présentation sur un cycle de 3 conférences autour du livre d'artiste, toujours. On avait commencé l'année dernière, en fait, pour ceux qui étaient déjà présents, et on va donc prolonger cet échange, ce partenariat avec la librairie Ombre Blanche, avec qui on travaille à différents projets, différents niveaux. Et l'idée est donc, cette année, de vous proposer une autre approche, de pas se répéter, bien sûr. L'année dernière, on avait pu traverser l'histoire du livre d'artiste et avoir comme ça des espèces de grands jalons. Et bien, pour prendre un peu le contre-pied cette année, je vous propose d'aller plutôt vers des monographies. Des monographies, donc on va voir 3 artistes sur les 3 prochains mois. Il y a 3 rendez-vous. Aujourd'hui, le 26 mars et le 16 avril, je crois. Vous aurez tout ça dans les brochures si ça vous intéresse. Donc on est sur du monographique, c'est-à-dire on va rester autour de la thématique qui moi m'intéresse et me passionne, c'est la thématique du livre d'artiste bien sûr et d'édition, mais on va l'aborder de manière un peu plus décontractée, puisque finalement aujourd'hui on va la voir à la toute fin plutôt, cette pratique du livre d'artiste. On va commencer tout simplement aujourd'hui par découvrir un artiste qui s'appelle Roman Opalka. Vite fait d'abord pour présenter aussi, j'ai appelé ça l'art de livre je crois, la série. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un jeu de mots un peu facile, mais c'est cette idée qu'effectivement, chez un certain nombre d'artistes qui me plaisent, pour la plupart bien sûr, je présenterai plutôt des artistes que j'affectionne, ce sera plus enthousiasmant. J'apprécie les artistes qui effectivement, d'une manière ou d'une autre, interrogent la relation qu'il y a entre leur œuvre et leur vie. C'est vrai pour tous les artistes, on va dire, on peut toujours faire une lecture un peu biographique d'un travail, mais l'avantage de ces artistes-là, on va voir Opalka, on verra Robert Filiou la fois prochaine, et pour le 3e rendez-vous, donc au mois d'avril, je ne sais pas encore, mais j'aimerais bien faire du chant, pas très original, mais au moins ça serait l'occasion peut-être de solder un peu, ou pas, mais en tout cas de présenter ce travail. Bon, ça sera ou Tom Phillips, j'hésite encore, je verrai, mais l'idée en fait c'est de voir des artistes qui ont explicitement donné à leur vie le statut d'œuvre, ou qui en tout cas ont noué des liens entre leur vie et leur œuvre qui sont des liens étroits. Pas vraiment des liens comme on les connaît tous, c'est-à-dire dans l'histoire de l'art. Effectivement, toute œuvre est lisible ou relisible au travers du filtre de la biographie. Et il est vrai que moi, personnellement, dès que je dois découvrir un artiste, et je ne vais pas faire trop de parenthèses, promis, mais dès que je découvre un artiste, j'adore plonger dans la biographie. Alors, il y a une époque où on considérait ça comme plutôt mal vu. Enfin, il y a eu tout un débat, pas trop rentrer dans les détails non plus, mais il y a eu toute une série de débats en France dans les années 60, notamment dans les milieux universitaires consacrés, autour de cette question de la biographie. Est-ce qu'il faut lire une œuvre du point de vue de la biographie ou pas? Avec des phrases très sentencieuses, mais très puissantes, comme d'ailleurs je ne me rappelle plus de la phrase, ça va faire bizarre, mais de Barthes, mais aussi Foucault a dit ça, voilà, la mort de l'auteur. Barthes disant carrément l'auteur n'existe pas, il faut lire le texte, il faut voir l'œuvre littéraire ou autre, mais surtout pas considérer le rapport à la biographie. C'était lié bien entendu aussi à des modes d'approche tenaces qu'on avait déjà jusque-là dans l'université, qui consiste à dire qu'au contraire, une œuvre n'est lisible que pour la biographie. Bon, je vous passe les détails. Je pense qu'on est aujourd'hui à 40 ans après Barthes, Foucault et compagnie, et on peut peut-être faire une approche un peu plus délicate. Je pense qu'il y a de toute évidence entre l'œuvre et la vie un écart, et entre l'œuvre et la vie de toute évidence il y a un lien. Donc après, partons de là, essayons de voir comment chez chaque artiste, le lien entre l'œuvre et la vie peut être effectivement créatif, ou en tout cas peut être interrogé de ce point de vue-là. Voilà, allez, je me lance avec donc un artiste que vous connaissez peut-être ou pas, Roman Opalka, quand même maintenant assez connu, et qui est un artiste qui a une œuvre qui est tout à fait incroyable,
incroyable par la décision fondatrice qui va la définir et qui donne le titre à l'œuvre. Je vais commencer par ça et puis ensuite je reviendrai en arrière. 1965, 1-infini. Ça c'est le titre de toute l'œuvre finalement. Vous allez voir qu'il prendra un nouveau titre à sa mort, vous allez voir pourquoi. Mais en 1965, bon, je vais prendre une œuvre, voilà une vue d'exposition, j'y reviendrai. Je vais prendre celle-là au hasard. Alors, il faut quand même imaginer, je vais essayer de vous trouver avant tout, peut-être une vue comme ça, tout simple. Bon, on voit rien, hein, on voit pas grand-chose. Hein. On voit pas grand-chose parce que c'est plutôt les dernières toiles, ça. Je vais revenir également sur ces détails. Et puis, je vais vous montrer du coup une vue plutôt en détail, voilà celle-là. Ce n'est pas une toile complète, hein, je le dis, je ne sais pas si vous le voyez bien. Ce n'est pas une toile complète, c'est un détail d'un détail. Alors pourquoi c'est un détail d'un détail? Parce qu'effectivement, je vais y revenir, mais Opalka a choisi de désigner toutes ses peintures du nom de détail. Toutes ces peintures sont des détails, comme ça, détachés, des fragments à l'intérieur d'un protocole qu'il va définir en 1965, donc, autour de cette idée de compter. Il va compter. Il va décider de faire de l'acte de compter le fondation même de son œuvre. Donc il prend une toile et il la pose en haut à gauche 1 et il va compter 2, 3, 4, 5 et il va dérouler une comptabilité linéaire jusqu'à arriver en bas de la toile. Ça, c'était la première intuition très forte. Alors, on va essayer de voir un petit peu les sous-entendus hein, de cette proposition initiale, mais on voit bien dans quelle mesure est-ce qu'elle est terriblement courageuse, terriblement morbide, terriblement joyeuse aussi. Enfin, je vais essayer de vous montrer à quel point, lui-même, c'est ce qu'il dit, à quel point finalement cette pratique-là, parce qu'il ne va pas s'arrêter à une toile, bien sûr. Et il va petit à petit comprendre que dans cette espèce de première idée de départ, il y a en fait un enjeu potentiel, qui est celui effectivement de faire une proposition d'une part qui est tout à fait nouvelle, tout à fait neuve, dans le champ de l'histoire de l'art, qui consiste à faire une sorte de comptabilité, de captation du temps. Car c'est bien ça la question, c'est pour ça que je parlais de morbide, hein. Mais je vais très vite refluer ce terme-là, parce que pour moi c'est une œuvre qui n'est absolument pas morbide, mais c'est effectivement une œuvre qui consiste à assumer et à se confronter frontalement à ce temps qui avance en permanence, à ce temps individuel qui nous amène effectivement de la naissance, enfin là ici c'est une renaissance, parce qu'en 65 il doit avoir 25 ans à peu près, je crois, si je ne dis pas de bêtises, il me semble qu'il est né en 31, oui, donc 24 ans, et non, 34 ans, pardon, c'est ça, 34 ans, donc il a eu tout un tas de périodes précédentes, donc il va l'amener effectivement à faire ce choix d'une espèce de naissance qui va l'amener ensuite jusqu'à la mort. Mais, je vous montre d'abord peut-être une photo du bonhomme que vous avez déjà vu. Ça aussi pour deux raisons. D'abord, j'adore voir les photos des artistes, j'ai dit tout à l'heure, dès qu'il y a un artiste qui m'intéresse ou qui m'inquiète, que je ne comprends pas bien, j'essaye de me jeter sur une biographie. Quand il y en a pas toujours, mais bien entendu que les biographies sont toujours passionnantes. Elles n'expliquent pas tout, mais elles permettent d'avoir une espèce de grain permettant de rentrer dans l'œuvre en douceur et en force quand même. Donc moi je vous conseille toujours des petites approches biographiques, et j'adore voir les photos des artistes aussi, c'est tout bête, mais dès que je peux avoir accès au visage d'un artiste, ça me permet de, je sais pas, voir la tête de Mondrian, de Picasso, de n'importe qui, finalement c'est toujours un espèce d'élément supplémentaire. Et en plus il est vachement beau, je trouve. Enfin je dis ça, c'est pas pour lui faire des... De toute façon il est mort, hein. Mais c'est cette... Je trouve que c'est la beauté de la démarche, finalement, qui transparaît aussi dans ce visage. Puis on va essayer de voir un petit peu qu'est-ce que veut dire ce visage. Alors d'abord, 2, 3, je vous mets une petite image de fond. Celle-là, c'est un peu bizarre de vous mettre cette image-là. Peut-être certains déjà comprennent, mais je ne vais pas montrer ça. Qu'est-ce que je peux montrer? Oh, ben elle est celle-là. Celle-là, elle est pas mal. Je ne peux pas zoomer, mais c'est peut-être pas très grave. Alors d'abord, 2, 3 infos. Il est né en 31, à Aucuncourt, dans la Somme, en France donc, mais il est né de parents polonais. Des parents polonais qui ont immigré à plusieurs reprises. Donc son père est employé de ferme, parmi les nombreux travaux qu'il va réaliser dans sa vie. Sa mère fait des ménages. Il a un frère et 4 sœurs.
Et bah, c'est une enfance quand même assez miséreuse, hein, on va dire. Beaucoup de déménagements, beaucoup de déplacements, peu de travail, peu d'argent, tout simplement. Donc une famille comme ça, pris dans le dénuement. Si je dis ça, c'est parce que vous le verrez peut-être déjà, je vous montre quelques images, je me permets de circuler librement, je reviendrai là encore sur cet élément, peut-être je peux vous montrer ça. C'est quoi? C'est une photo d'atelier. Voilà. Elle est petite et on voit pas grand-chose, mais c'est pas grave. Je vais vous la décrire. C'est une photographie d'atelier. Encore une fois, un petit élément tout bête, puisque je suis dans cette idée de l'art de vivre, de l'art de livre, de l'atelier, c'est formidable aussi. J'adore les photos d'atelier. Dès que je peux avoir la photographie de l'atelier, pourquoi? Parce qu'un atelier, c'est pareil, c'est pas du tout standard. C'est quelque chose de très intime. Et chaque artiste, plus il avance dans son œuvre, et plus son atelier est précis. Et un atelier, c'est pas simplement un espace d'exercice, c'est l'espace d'un certain exercice. Et vous allez voir qu'effectivement, bon, j'y reviendrai, mais le dispositif de l'atelier d'Opalka est révélateur et tellement précis dans les choix qu'il construit, qu'il constitue, qu'il en devient presque une partie de l'œuvre à part entière. Bien. Ce qu'on voit peut-être ou pas dans cette image, mais je vous le décris, c'est le dénuement, étrangement. Je parlais à l'instant d'une enfance miséreuse, alors là aussi, je peux pas faire des lectures non plus trop littérales, mais il va y avoir effectivement peut-être une forme de mémoire de ce dénuement qui a été le sien. Voilà, les parents ont très peu d'argent, ils ont très peu de mobilier, ils n'ont pas beaucoup d'objets. Voilà, j'ai même rajouté transformer la fatalité en destin. Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, mais effectivement, il y a une espèce de fatalité quand même qui est assez dure. Vous allez le voir, je vais continuer la biographie un peu de l'enfance. On l'a transformé en destin, on l'a choisi quelque part. Hein. C'était Nietzsche qui disait amor fati, aime ce qui t'arrive. Bon, eh bien ça veut dire là aussi, ce qui t'arrive c'est pas bon, aime-le et ça sera bon. Et je continue, retour en Pologne, à Cracovie. Il va rester seul à la maison pendant un long moment, parce qu'il est encore trop petit, ses frères et sœurs vont à l'école, ses parents sont au travail, il passe des journées entières tout seul chez lui. Et comme les parents ont très peu d'argent, tout ça c'est des choses qu'il évoque lui-même hein, dans les interviews, comme les parents ont très peu d'argent, eh bien il ne doit toucher à rien. Et il passe des journées à fixer, je vous le donne en mille, la pendule. Hein, donc dans la cuisine, il y a une immense pendule, tchac, tchac, et lui qui attend le retour de maman, quoi, hein, retour de maman à 6 heures, il ne peut toucher à rien de peur de casser effectivement le peu d'objets que possède la famille. La famille, en 1940, est déportée en Allemagne. Roman va être séparé de ses parents à 9 ans et va être enfermé dans une cellule avec des inconnus, tous serrés et sans lumière, sans repère. Donc à 9 ans, on imagine quand même hein, à quel point ça peut être marquant aussi. Hein. Il raconte lui-même qu'il va s'accrocher notamment à un rayon de lumière, ce que je trouve intéressant parce qu'on va voir la question de la lumière dans l'œuvre d'Opalka, je pense qu'il y a une approche aussi intéressante. Je vais vous montrer quelques images de départ et puis je vais me lancer. Mais tiens, je vais montrer ça. Voilà, celle-là. Bon, vous allez voir pourquoi. Voilà. Rayon de lumière qui va voir apparaître au plafond, qui filtre par une fenêtre. Là aussi, c'est lui qui en parle. Il va se confectionner une balle avec des orties qui sont présents dans sa paillasse. Et il dit que cette petite balle va effectivement beaucoup le soutenir pendant cette période-là. Donc on a vu enfermement, dénuement. Voilà. 1945, la famille est libérée par les Américains. Le père devient mineur en France, il n'a pas de carte de séjour, donc de nouveau, ils prennent les valises et retournent en Pologne. Opalka va être assez rapidement repéré par des enseignants qui lui disent « Ah, là il y a un bon coup de crayon, il y a quelque chose à jouer ». Et il va avoir ses premières expériences en allant aussi au musée d'art moderne, en tombant sur une peinture faite de points. Voilà, je ne sais pas quelle est cette peinture, mais il tombe là-dessus, il est effectivement bouleversé. Et il va entamer une pratique, ça c'est donc les toutes premières œuvres d'Opalka, autour de cette accumulation du point, autour d'un principe de la durée en fait. Hein. Donc voilà, vous voyez ici, je ne sais pas si on voit bien, une grande toile, comme ça, constellée de points. Ce qui donne une œuvre qui est à la fois très puissante, très intrigante, presque un peu mystique, une forme de all-over où tout sujet a disparu. On est effectivement dans une espèce de radicalité de l'abstraction, on est au début des années 60.
On a une radicalité chromatique, hein, on est déjà dans le noir et blanc, on va le retrouver après. On a ce désir, vraiment, qu'on pourrait rapprocher d'un artiste comme Yves Klein, avec le monochrome, avec Luciano Fontana, ceux qui connaissent, en Italie, avec le concepto spatiale, hein, qui découpait ses monochromes colorés au rasoir, pour avoir une espèce de tranche. On pourrait penser au monochrome blanc aussi. Alors lui parle beaucoup de Malevich, je reviendrai un peu à tout ça, le carré blanc sur fond blanc, le carré noir également. Enfin, tout ce rapport au monochrome est une forme d'absolutisme quelque part de l'œuvre, où l'œuvre n'est pas simplement la représentation du réel, etc. Elle est l'incarnation de quelque chose de plus fort, de plus intense, de plus idéal quelque part, voire même de plus spirituel. Et là déjà je marque un petit contre-pied, on a vu 2-3 images de l'œuvre fondatrice, hein, comptabilisée, etc. Quand il va de 1 à l'infini, il n'est pas dans une œuvre absolument froide et conceptuelle, comme on pourrait le croire au premier abord. C'est une œuvre, en fait, d'une part très engagée dans un rapport à la vie et à la mort, quelque chose de très dramatique. Il faut voir à quel point cette œuvre est en fait tragique. Tragique, mais en même temps heureuse, je redis. Moi, je ferais presque un lien avec Camus, je ne sais pas pourquoi. Je trouve qu'il y a, je ne sais pas si vous connaissez le mythe de Sisyphe, il y a quelque chose qui est à la fois de l'ordre du bonheur et du drame, hein, de la tragédie, et en même temps de la sublimation de cette tragédie. Lui-même le dit très bien à la fin de Sisyphe, il faut imaginer Sisyphe heureux. Donc Sisyphe, il pousse sa pierre, elle dévale la pente, et il la remonte en haut, c'est épuisant, arrivé en haut, il repousse la pierre, elle retombe, et donc Camus nous dit, c'est le mythe de la vie, hein, c'est-à-dire c'est pénible, c'est dur, et on le refait. Voilà. Et jusqu'à la fin. Donc c'est joyeux, mais non, il termine le livre en disant attention, il doit être joyeux. Et je pense qu'on pourrait s'amuser à faire peut-être le même genre de lecture. Voilà, il va donc réaliser un certain nombre d'œuvres autour de ses premiers essais, mais quelque chose, voilà, d'autres essais à la même époque, je ne sais pas si vous voyez bien, mais honnêtement c'est intéressant, mais sans plus. C'est un peu plus gestuel, mais on sent quand même à nouveau ce désir de la temporalité par accumulation. Ici, on a des choses qui presque parasitent cette intuition de départ, parce qu'on a quelque chose qui relève presque plus du mouvement. Pareil ici, il y a une espèce de dynamique un peu abstraite, mais on a une espèce de pointillisme, de désir comme ça d'occuper la toile sans marge, en all-over, comme si la toile était une surface vierge et totale, et un peu coupée du monde quelque part, qu'elle allait pouvoir être l'occasion de faire une proposition presque métaphysique, quoi. Une proposition forte d'incarnation d'un certain rapport à la vie, mais c'est pas encore tout à fait ça. Et voilà. Bon, il va y arriver en 65. 65, c'est un moment important, parce que je le redis, c'est quasiment une deuxième naissance pour lui. Lui-même va intégrer cette date dans l'œuvre elle-même. 1965, de 1 tiré à l'infini. Il attend sa compagne de l'époque, Halska, dans un café de Varsovie. Elle est en retard. Elle est énormément en retard, la coquine. Et il n'est pas bien. Il n'est pas bien, et je pense que c'est peut-être compliqué pour lui qu'elles sont en retard, parce que ça le replonge peut-être dans tout un tas d'angoisse. Alors c'est moi qui fais ma fiction là, mais en tout cas il dit que c'est un moment difficile. Elle est très très en retard, il l'attend pendant un long moment, et de fil en aiguille il est à sa table, il réfléchit, il se dit bon ben qu'est-ce que je fais en ce moment, qu'est-ce que je fais de ma vie, qu'est-ce que je fais de mon œuvre, parce que c'est quelqu'un qui investit beaucoup dans le désir absolu. Je dis quand même Malevich, Yves Klein, Manzoni, tout ça c'est les artistes qu'il a un petit peu en tête, c'est pas rien quand même, hein. C'est des artistes fondateurs. Malevich, carré blanc sur fond blanc, il le disait lui-même, je veux fonder, je veux détruire tout ce qu'il y a eu avant, et je veux ouvrir tout ce qu'il va y avoir après. Carré blanc sur fond blanc, carré noir surtout, c'était la première toile qu'il a vraiment lancée dans cette logique de l'abstraction du monochrome. Donc il prend vraiment pour modèle des artistes qui sont des artistes d'incarnation du début de quelque chose, et il se dit les points c'est pas possible, ça marche pas, il faut trouver autre chose. Et il prend son carnet, et presque comme ça, il commence à se dire je vais remplacer ça par des chiffres, et il commence sa première page, 1, 2, 3, 4, etc. Et il continue, sa femme est toujours en retard, parfait, il continue effectivement son protocole, et il arrive à la fin de la première feuille, il est ébloui. Et là, une espèce de révélation, lui-même se dit, c'est pas possible, j'ai trouvé un truc, il y a un très bon potentiel là-dedans. Halska finit par arriver, il est totalement euphorique, il lui parle de ça pendant 1 heure, 2 heures, il dit il y a un truc, etc. Et il va donc emboîter une pratique à partir de ça. Juste petit détail, attention, il part de 1 pour aller à l'infini, il part pas de 0. Ah, on aurait pu vouloir mettre le 0, lui-même dit le 0 et le néant. Et
On ne commence rien avec le 0, avec le 1, oui, car le 1 est le véritable début. Bon, ça paraît évident, hein, quelque part, mais c'est une manière, je pense déjà, c'est intéressante de ne pas considérer l'œuvre. Je ne sais pas si vous mesurez la force du choix qui va s'affirmer petit à petit quand même. Faire une œuvre déjà qui n'est que pure comptabilité. Pas de sujet, pas de décor, pas de personnage, pas de couleur, rien. Je veux dire, pour un peintre, normalement, c'est la dèche. Hein. C'est quand même un peu aride de se proposer ça, même pour quelques mois, un projet artistique de ce type-là. Mais en même temps, je le redis, il va être payé au centuple par cette espèce de sacrifice, presque, de peintre. Et il va trouver à l'intérieur de cette pratique tous les bénéfices et tous les bonheurs, je pense, qu'il n'avait pas d'ailleurs soupçonné à l'initial. Mais pourquoi 1 plutôt que 0? Je pense, peut-être nous faire une lecture simple, c'est que le 1, c'est déjà l'incarnation de quelque chose. On n'est pas effectivement dans la théorie mathématique du temps. Il y a bien cette idée chez lui, et c'est pour ça que je le différencierai d'artistes dits conceptuels. Je ne sais pas si vous connaissez les artistes conceptuels américains, qui pourront être dans des pratiques beaucoup plus froides, où on assume au contraire la dimension d'idée, l'œuvre comme idée. C'est le principe même de l'art conceptuel américain. L'idée de l'œuvre suffit, pas besoin d'avoir l'œuvre. Eh bien, quelqu'un comme Yves Klein, quelqu'un comme Malevich, quelqu'un comme Opalka, ou comme Robert Barry, pour ceux qui connaissent, sont dans des décalages. Ils disent que le concept est toujours lié au réel, et on ne quitte jamais le réel. Et finalement, lui-même le dit très bien, Opalka, il dit quand on sait, on sent différemment. Et il y a un lien entre sentir et savoir. Je ne sais pas si c'est très clair, mais tout ça pour dire que ce 1, il est déjà dans une manière de dire que le concept doit être incarné dans quelque chose, dans une durée, dans un vécu, dans une œuvre, etc. Bon, je continue. Il va faire des premiers essais. Il fait sa première toile. La première toile va lui prendre quand même 7 mois. 7 mois pour une toile, la toute première. Fond noir, 1, 2, 3, et il va jusqu'en bas. Seulement avant d'arriver là, ça ne va pas se passer comme prévu. Déjà, la première toile va lui poser d'énormes soucis. Il doit assumer déjà une position physique. La toile est devant lui, il a le bras levé, et il compte. Au bout de la ligne, il revient en dessous, etc. Il va commencer à avoir très vite des douleurs, des très très fortes douleurs en fait, à l'épaule, dans le corps, dans les jambes, et très rapidement au cœur. Il a des grosses souffrances au cœur, il fait un malaise. Gros malaise. Gros malaise qui l'amène à l'hôpital. Coup de bol, à l'hôpital, il est considéré à tort comme officier, ce qui à l'époque en Pologne est bien pratique parce que quand vous êtes officier, ce qui n'est pas, vous êtes traité en priorité. Il va avoir un lit en priorité, il va être traité effectivement, il va rester quand même plusieurs mois à l'hôpital, c'est un truc assez grave. Et en sortant de l'hôpital, il va avoir une espèce de deuxième révélation. Vous voyez, c'est quand même assez mystique. Je vous montrerai que c'est pas que mystique, mais il y a une dimension presque monacale dans l'investissement dans le travail. Il va avoir une deuxième décision, ce qu'il lui-même dit, c'est la décision la plus courageuse de ma vie. Il dit, petit A, je vais terminer la toile, et petit B, je vais en faire une deuxième. D'accord. C'est-à-dire qu'arrivé en bas de la première toile, de 1 à 35 327, c'est le titre des œuvres. Une fois qu'une œuvre est terminée, elle s'appelle détail, premier chiffre, dernier chiffre, basta. Donc on est à nouveau dans un fragment. Une fois qu'il termine cette première, il dit allez c'est parti, j'en fais une deuxième. Et c'est un moment très important parce que c'est le moment où il va comprendre que s'il veut que ce premier geste radical, puissant, sans concession, de pur regard vis-à-vis de sa propre disparition, c'est quand même l'enjeu un peu métaphysique au départ, hein. Je vais compter. Il dit si je fais ça pendant une toile, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas parce que ça sera anecdotique. Je vais devoir le faire jusqu'à ma mort. Et ça, c'est la décision effectivement grave et en même temps sublime qui va lui permettre de faire d'une bonne idée une œuvre-vie et qui va l'engager du début à la fin. Et qui va produire effectivement une pièce, une œuvre qui est tout à fait surprenante parce que, et là encore c'est sa radicalité, parce qu'elle ne change pas et parce qu'elle change tout le temps. Quand on est face à un Opalka, on peut dire distraitement, bon bah c'est un Opalka. Voilà, on compte le chiffre, on en compte 2, 3, etc. On peut aussi effectivement adhérer totalement au projet que nous propose Opalka
et saisir à quel point cet ennui de la répétition, cette espèce d'immobilité du dispositif qu'il va mettre en place dans les 7 premières années, on va voir les détails petit à petit, elle est en fait ce qui nourrit une variation permanente, d'une part, les chiffres changent, la couleur change, vous verrez, enfin, les variations de gris changent, et elle est ce qui donne la puissance esthétique et humaine à l'œuvre. Alors, également, une chose qui apparaît pendant ce premier moment de test du travail, c'est l'apparition de chiffres clés. Alors, imaginons, vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, etc. Très vite, il va commencer à ressentir des variations, des plaisirs sur certains chiffres. Et les premiers chiffres qui lui font éprouver des émotions, c'est les chiffres répétitifs. 22, 333, 444, 5555, 5 x 5, 4 x 4, 3 x 3, etc. Et il va atteindre, sur la deuxième toile notamment, le 55 555. Ah, il faut imaginer, hein, vous êtes là, dans votre atelier, pas un bruit, ça va faire 1 an que vous faites que ça, et vous arrivez 550 554, et là vous avez un moment de quasiment un petit orgasme en fait. Hein, alors ça a l'air de rien, mais là encore, quand vous réduisez quelque part le lexique, eh bien vous ouvrez peut-être le champ des plaisirs. On ne sait pas hein, comment ça marche le plaisir, c'est compliqué. Hein. Et du coup, effectivement, il va trouver des espèces de moments de trouvailles et des moments de retrouvailles, en tout cas d'avancée, à l'intérieur de ce cheminement qui, je le redis, est à la limite du monacal quand même. C'est pour ça que la biographie n'est pas inintéressante, je pense, sans faire de lecture psychanalytique, j'ai horreur de ça. Il est évident que le travail de le vécu de la cellule, toute cette douleur quand même aussi d'une enfance qui n'est pas évidente, elle peut être sublimée à l'intérieur d'une pratique qui est certes monacale, un peu sèche, mais il a une femme qui est éblouissante de sourire, qui est actrice, qui fait venir plein de monde à la maison, on vit bien, on mange bien. Lui-même raconte que ce travail finalement de la comptabilité est un travail de vrai bonheur. Il en tire des plaisirs infinis. Donc je le redis, attention, méfiez-vous. Moi je verrais presque une lecture un peu bouddhiste presque du travail, c'est-à-dire tout va bien, je compte et je vais mourir. Hein, voilà. Et c'est très bien. Et tout va bien. Voilà. Moi, je verrais un petit peu dans une espèce de mise à distance de toutes les idéologies, tous les propos, tous les contextes, toutes les représentations, au profit d'une activité à la fois simple et en même temps plutôt joyeuse, je pense. Bon. Il avance, il fait des tests, 2e, 3e toile, il va essayer sur fond rouge, sur fond carmin, etc. À la 5e toile, il dit non, mais c'est pas possible, ça marche pas. Et il revient sur effectivement le noir et blanc, qu'il ne quittera plus. Il a dit c'est le bon choix. Donc il faut qu'il fasse un deuil de plus, il faut qu'il fasse le deuil de la couleur. C'est un deuil très douloureux pour lui, hein, très difficile, puisque c'est un grand fan de rouge, ça va comprendre. Et effectivement, il caresse pendant longtemps l'espoir, quelque part, que la couleur puisse cohabiter avec... et très vite, 5 toiles, hein, c'est-à-dire, à mon avis, facilement 3-4 ans, il comprend effectivement que c'est le noir et blanc qui doit être décisif. Voilà. Je vais peut-être vous montrer quelques autres images, mais finalement c'est terrible parce que je peux vous montrer d'autres images. Hein. Je vais vous en montrer. Ou pas. Ça c'est les photos, mais je vais vous montrer peut-être des peintures dans un premier temps. Voilà. Ça ne va pas vous apporter grand-chose. Hein. Ça ne va pas vous apporter grand-chose pour plusieurs choses. Puis je vais avancer quand même, parce que je ne sais pas. Si je suis bon, là, demi. D'abord parce que vous n'êtes pas face à l'œuvre. Et effectivement, il faut quand même voir que chez Opalka, il y a quand même une rhétorique de la présence. C'est ce qui fait que j'y arriverai à la fin. Le livre d'artiste, il l'aborde d'une certaine manière quand même. Et c'est pas un grand producteur de livres d'artiste. Le livre d'artiste, pour ceux qui me suivent ou qui connaissent un peu, c'est un peu l'anti-présence oratique. C'est-à-dire quand vous êtes face à une œuvre d'Opalka, c'est une œuvre qui a incarné un temps et qui est présente, c'est presque une icône, quoi, hein, au sens quasi religieux. Même s'il n'y a aucune religion dans le travail d'Opalka, il y a quand même une présence et un choix de la présence de l'œuvre qui est vraiment fondateur et qui fait qu'on ne peut pas la reproduire. On est d'accord, là je ne sais pas si on voit bien, on est en fin de vie, hein, on le sent avec les blancs, mais encore je vais y revenir après. Voilà, il faut être face à l'œuvre. Moi j'ai vu plusieurs Opalka en musée, et il est évident que d'un seul coup, le silence, le bruit, le truc, il suffit qu'il y ait la bande son, il suffit qu'il y ait des photos, puis cette peinture, on est face à elle, on s'installe, on la regarde, on compte avec lui. En même temps, on est dans l'ensemble, on est dans le détail. Bon, il y a un vrai moment quand même qui ne peut pas être rejoué de cette
par une simple reproduction. 1968, il va décider d'ajouter à ce premier protocole un deuxième protocole qui est donc la prise de photos. D'accord ? C'est finalement assez... Je ne peux pas zoomer. C'est finalement assez logique. À la fin de chaque séance de travail, donc chaque jour, parce qu'il travaille tous les jours, parfois jusqu'à 17 heures au début, et à la fin de sa vie, il fera une toile par an maximum, 1 heure ou 2 par jour. Mais, je le redis, tous les jours. C'est important, hein, parce que lui-même le dit très souvent. Puis j'avais une phrase que j'aimais bien, je peux peut-être la citer tout de suite, parce que je l'aime beaucoup. Elle est de Confucius. Choisissez un travail que vous aimez, tout est là-dedans, et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. Et ça, je trouve que c'est une métaphore très basique et très simple pour exprimer à quel point le travail est une notion complexe et ambiguë. Qu'est-ce que c'est que le travail? Ça n'est pas la quantité d'énergie, de souffrance. En fait, le travail, je rappelle toujours ça, c'est tripalium, hein, en latin, et en romain et en grec, je crois dans les deux origines. C'est tripalium, c'est en romain, sûr. C'est un instrument de torture quand même. Hein. D'accord, d'accord. L'origine étymologique de travail, c'est quand même torture. Dans toutes les traductions que vous trouvez. Hein. Et c'est intéressant parce que travailler, c'est une torture, c'est une souffrance. Mais quand vous choisissez cette souffrance, alors elle devient brillante. Et je pense que c'est quelque chose qu'on peut tous éprouver. Entre tout travail qui est vraiment choisi, qui est insufflé par un souffle de passion, qu'il soit artistique ou pas, devient un bonheur. Bon, ça, je pense que c'est un objectif de vie non négociable. Il faut essayer de trouver cette espèce... Lui, là, du coup, c'est ça, hein, là encore, je le dis, c'est fondateur de son travail. Il choisit une œuvre qui va effectivement lui permettre, chaque jour, même si c'est 1 heure, même si c'est 17 heures, d'avoir ça. Et d'ailleurs, lui-même le dira, entre deux toiles, je vais peut-être vous retrouver la citation exacte, ça serait bien. Entre deux toiles, je ne suis pas bien. Pourquoi? Parce que entre deux toiles, je ne sais... Voilà. Quand je termine un détail ou une carte de voyage, j'ai peur d'exploser, peur de mourir, car dans cet instant, je suis hors de chez moi, hors de ma peau. Tant que rien n'est commencé, je ne suis pas là. Dès qu'un nombre est tracé, ça va mieux, même si c'est encore trop peu. Il me faut une ligne pour être de retour chez moi. Donc dès qu'il termine une toile, il y a à la fois le plaisir et l'inquiétude. Et très vite, dans la même séance, il ne s'arrête pas. Parce que sa grande hantise, c'est de mourir entre deux toiles. Donc vous voyez comment, chez lui, l'œuvre est devenue le liant d'une continuité qu'est la vie, qu'est la durée, mais qu'est la vie en fait, et qui peut peut-être organiser l'ensemble finalement de ce rapport à la vie. Je le redis, donc, il introduit en 68 un dispositif supplémentaire qui va être les photographies. À la fin de chaque séance, il va poser dos à la toile en cours, d'accord? Donc la toile est là, il se met au dos et il prend une photographie de lui. Bien entendu, la photographie est là pour, on va dire, enrichir, compléter le choix de départ en archivant les défaillances, j'allais dire, le dessin presque que les rides vont tracer jour après jour sur son visage. Alors, ce qui est très beau, et là encore je trouve très chinois, enfin, ou très bouddhiste, ou rien, je ne sais pas, c'est cette espèce d'attention à la petite accumulation. Vous voyez, là encore, chaque chiffre, et lui-même le dit, bon, je le dis de mémoire, mais chaque chiffre dans chaque peinture change tout ce qu'il y a eu avant. Lui-même le dit. Chaque fois qu'il y a un chiffre de plus, ça change tout ce qu'il y a eu avant. Et en même temps, chaque chiffre est juste le prolongement logique de tous les autres chiffres qu'il y a eu avant et tous ceux potentiels qui auront lieu après. Et l'ensemble des photos participe aussi, je trouve, de cette accumulation méticuleuse et très discrète. C'est comme des gouttes d'eau, quoi. Hein. Donc une goutte d'eau, c'est rien. Et en même temps, c'est tout. Et la somme des gouttes d'eau, à la fin, ça peut faire quand même un certain nombre de verres d'eau. Hein. Bon, on ne va pas non plus faire une mer, mais ça fera quand même une vie. Et une vie pourrait être comme ça, effectivement, incarnée. Donc il va effectivement ajouter à ce dispositif de départ un second dispositif qui va être la photographie. Là, on va avoir une vue accélérée ou pas. Voilà, là, on a une vue très accélérée, mais qui va effectivement, photo après photo, chaque jour, marquer ce passage du temps. Des choix spécifiques à nouveau, avec un cadrage stable et équivalent. Toujours pareil chez lui. Je fais un choix. 68, donc on est 3 ans après le début. Je fais un choix et je m'y tiens toute ma vie. C'est terrible, hein? Et en même temps, c'est libérateur. Lui-même le dit étrangement, choisir quelque chose et choisir de ne plus changer,
ça pourrait être considéré dans notre société comme étant un enfermement. Je m'empêche de faire d'autres choix. Pour lui, c'est une libération. Je me libère du choix. C'est là que c'est presque, il y a une dimension un peu ascétique, presque au sens grec, je ne sais pas, du philosophe qui va chercher la solution du bonheur un peu, quoi. Voilà, il se libère de ces choix-là, et étrangement, cette libération lui permet d'être serein. Les choix ici, c'est cadrage constant, toujours le même, dispositif constant, dos à la toile, et lumière constante. Alors ça va être, par exemple, là aussi, un travail pour avoir la bonne lumière. Hop, très vite, il se rend compte qu'il ne peut pas se fier à la lumière du jour, parce qu'elle varie. Or, il ne veut pas que ça varie. Donc, il va effectivement créer ce dispositif qui va ensuite rester permanent, qui est son atelier, le voilà, avec effectivement la toile en cours, le micro, on va le voir après, et l'appareil photo qui lui permet de prendre la photo lui-même. Sur les premières photos, il se rend compte qu'il y a un souci, c'est que la chemise change. Et du coup, on voit plus la chemise et la variation de la chemise que ce qui l'intéresse, c'est les traits du visage finalement, essentiellement, et ce visage. Donc il va acheter un lot de chemises blanches pour être sûr d'avoir toujours la même marque. Il en achète des dizaines et il les met dans son atelier et il va se changer à la fin ou au début de chaque séance pour prendre effectivement la photographie. Voilà, cette espèce d'exigence, quelque part, d'un dispositif invariable, elle participe encore de cette puissance, je pense, des choix. Voilà. Deuxième parti pris, je pense qu'on terminera sur les photos, mais vous l'avez vu peut-être sur les variations, aucune expression. Aucune expression, bien entendu. Alors ça aussi c'est intéressant, parce que c'est pas de la tristesse, mais on serait amené, je pense, dans notre société, à considérer que c'est de la tristesse. Or ça ne l'est pas. C'est une absence d'expression. Et l'absence d'expression est quelque chose de beaucoup plus puissant que la tristesse. C'est l'absence d'expression. À mon avis, c'est beaucoup plus proche du bonheur que de la tristesse. Mais là encore, c'est peut-être moi qui interprète. Et ça va être un moment qui va être très douloureux pour lui, notamment, il en parle... voilà. Et c'est le jour de la mort de son père, en fait. Le jour de la mort de son père, qui est un moment, bien entendu, extrêmement douloureux. Il doit faire cette photo. Et il va la faire. Et il dit que c'est la photo la plus difficile qu'il ait jamais eu à faire, puisqu'il va devoir ne rien exprimer sur cette photographie. Il n'est pas facile de s'abstraire de ses propres préoccupations pour s'appliquer à obtenir chaque fois la même expression. Le moment le plus dramatique fut certainement le jour de la mort de mon père. Je dus lutter contre la violence de mes sentiments pour me soumettre à la prise de cette terrible photographie. Et terrible, mais en même temps, je pense... terriblement sereine, enfin, j'en sais rien. Non, ça a dû être terriblement douloureux. Mais en même temps, je trouve que l'acte de vouloir effectivement... Bon, bref, je passe. Je passe, mais je trouve ça d'autant plus juste par rapport au protocole qui est le sien, en tout cas. 1968, il atteint les 300 000. Et en avion, donc, il va avoir un avion, parce qu'il commence à faire des déplacements un petit peu à travers l'Europe. En Pologne, c'est pas évident à l'époque, il faut imaginer le contexte de paranoïa communiste du pays à l'époque. Il va décider d'ajouter un protocole, mais je ne sais pas si on va pouvoir l'entendre. J'ai des doutes. 3 miliony 40 tysięcy On n'entend pas, hein. 745 3 miliony 40 tysięcy 746. Alors, je pourrais continuer longtemps en fait, c'est difficile de couper dedans en fait, mais ça dure 1 heure, donc je vais quand même vous épargner cette séance, puisqu'en fait ça n'est qu'une séance, ça n'est qu'une séance parmi tant d'autres. Il va ajouter un troisième et dernier protocole, enfin avant-dernier, troisième protocole, qui est donc la... C'est dommage de ne pas le mettre plus longtemps. Moi j'ai réussi à l'écouter 10 minutes, c'est extrêmement, là encore, c'est très reposant. Quelqu'un qui compte comme ça. En fait, qu'est-ce qu'il fait? Il compte en même temps qu'il peint. Donc il rajoute un dernier élément. On avait la peinture, on avait le geste, on avait le visage, qui est une peinture à sa manière,
et on a la voix, qui va venir compléter ce dernier spectre, quelque part, ce triptyque, avec la voix qui va enregistrer, séance après séance, les chiffres qui s'accumulent. Okay, d'accord? Il peint, et en même temps qu'il peint, il donne le chiffre. Et bien il va avoir ici les mêmes enjeux qui vont retomber, c'est-à-dire, une mobilette qui passe dehors, ça le met en rage. Un volet qui claque, etc. Tout ça, le parquet qui grince, tout ça, il n'en veut pas. Il veut une œuvre pure. Il veut une captation totale du temps en train de se faire, à l'exclusion de tout ce qui pourrait venir parasiter justement cette espèce de radicalité monochromatique de l'enjeu. Et il va donc, pour les mêmes raisons, mettre du tapis, choisir même à une certaine époque de ne travailler que la nuit, pour être sûr de ne pas avoir de bruit qui vienne parasiter l'enregistrement, etc., etc. Donc on va avoir le même genre d'enjeu fondateur à partir de ce dernier élément. Et voilà. On va avoir, et je vais ensuite pouvoir me promener peut-être de manière un peu plus libre, parce que je ne vous ai pas montré énormément d'images, mais on va avoir un dernier élément qui va apparaître en 72. Il va chez son galeriste à Londres, et le galeriste, comme d'habitude, expose les gravures que Opalka réalise pour Croûter et qui n'ont rien à voir avec ce travail. Bon, je ne l'ai pas dit aussi, mais ça inquiète beaucoup ses amis quand même, hein, parce que ça lui prend beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, et personne n'y croit. Alors ça, c'est toujours bon signe, hein. C'est bon signe, mauvais signe, je ne sais pas, mais là, pour le coup, c'est bon signe. Autour de lui, sa compagne, ses amis peintres, tout son entourage lui dit « Arrête, il ne gagne absolument rien, ne vend pas une toile, ça lui travaille la santé, il va à l'hôpital, il a des douleurs régulières, c'est vraiment quelque chose de complexe physiquement, mais lui sent qu'il y a un enjeu fondateur et que ça payera dans le temps. 72, il va voir son galeriste qui, comme d'habitude, expose des gravures que lui n'aime pas, et il s'énerve, il décroche les gravures, il va chercher un de ces détails qui est resté, comme d'habitude, dans l'arrière-boutique, et il l'accroche au mur, et il lui dit au galeriste, c'est ça mon travail, c'est ça que tu dois exposer. Et je crois me rappeler qu'il perd ce galeriste. Hein. Et par contre, il va décider de ne plus faire que ça. Ça sera son seul et unique travail à partir de ce moment-là. C'est seulement quand on tourne le dos à ce que l'on doit faire qu'on se perd, dit-il. C'est une belle phrase, un peu énigmatique. D'ailleurs, énigmatique, alors je ne sais pas pourquoi, il y a ça dans son atelier aussi, une reprographie, il en parle à 2-3 reprises, c'est l'Aurige de Delphes, qui est un conducteur de char, qui est une magnifique sculpture, et voilà, je ne sais pas pourquoi, mais visiblement c'est une figure qui est pour lui importante. Elle a peut-être pour elle cette espèce de dimension un peu oraculaire de la philosophie et de la culture grecque. Il y a un visage en même temps, je trouve, qui est assez serein. On ne le voit pas bien là, mais qui a quelque chose un peu bouddhiste là encore. Je dis ça mais presque sans rigoler, parce qu'il faut savoir que les Grecs sont redevables beaucoup de la philosophie indienne. Parenthèse, mais les Grecs sont redevables, c'est bon, je recommence. Les Grecs sont redevables de la philosophie indienne et de la sculpture indienne. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais je me suis toujours demandé, il faudrait vérifier, mais j'en suis presque sûr, dans les visages grecs, il y a déjà des visages du Bouddha. Et de tout le travail, en fait, que l'Inde millénaire, profondément millénaire, bien avant les Grecs, l'Inde était déjà là, et avait déjà produit une culture et un art qui ont traversé pour arriver effectivement aux portes de l'Europe, enfin, pas l'Europe, mais en Grèce, et je ne ferme la parenthèse. Et bien voilà, je pense que j'ai un peu tout dit, sauf que ça sera le dernier élément, puis ensuite je vais naviguer de manière plus libre. C'est qu'à partir de 72, il va ajouter, donc, il atteint 6666 à la 7e année, il est totalement euphorique. Et il calcule que pour arriver au 7 777 777, il lui faudra 30 ans. C'est-à-dire qu'il n'y arrivera pas. Il sait qu'il n'y arrivera pas, mais il espère qu'il va y arriver. Donc c'est intéressant parce que c'est la première fois qu'il touche du doigt, concrètement, la limite de l'œuvre, et en même temps, vous le sentez bien, l'achèvement de l'œuvre. C'est-à-dire que l'œuvre va se produire dans cet infini,
qui est en lui-même un infini qui va s'incarner dans infini. Suis-je clair? Pas sûr. Mais c'est la dimension un peu à la fois métaphysique et très profane, très concrète. Je vais mourir, et la preuve, c'est que je n'atteindrai sûrement pas ce 7. Mais j'espère y atteindre. Et vous voyez que ce 7, d'un seul coup, il devient lumineux, il devient presque un peu mystique, quoi. C'est un 7 qui est pour lui le symbole de plein d'autres choses. Je le dis, mais je ne l'ai pas encore dit, parce que je l'ai noté, je vais avoir les détails, mais ce n'est pas très important. À partir du million, et je vais peut-être vous montrer le fameux million, le voilà. Ça, c'est un moment très important pour lui. Dans le détail, 993 460, 1 million 17 875, il arrive à 999 999. Le million est là. C'est le premier million, Yeden. Et il est comme un fou de dire 6666, c'était rien du tout à côté. C'est donc le premier million, il lui en accomplira 5, puisqu'il finira sa vie. Le suspense est déjà un peu cramé, mais bon, voilà. Il terminera sa vie à 5 607 249. On s'en fout, c'est pas le Guinness des records. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce chiffre-là, il va venir terminer l'œuvre en même temps qu'il la consacre. Il la finit et en même temps il la justifie par cette espèce d'arrêt d'un processus qui visait quelque part à l'infini. Et il arrive au million, et vous voyez, je ne sais pas si vous sentez, il est fébrile, et le million est un peu plus gros. Il y a une espèce, alors ça a l'air de rien, mais là c'est une émotion pour lui qui est absolument incroyable, que d'arriver effectivement à poser, voilà. L'émotion était si forte, dit-il. Et il pose ce million qui va être un petit peu plus gros que les précédents et constituer ensuite une respiration tranquille. C'est dommage, j'ai pas de belle image, je suis désolé, j'ai essayé d'en trouver une, mais il faut imaginer, ça c'est les premières, noir sur fond blanc, peut-être celle-là est pas mal. C'est magnifique en fait, c'est très très beau. C'est très beau parce que, en fait, c'est pas du tout la froideur de la comptabilité, etc. Vous voyez, il y a la respiration de l'épuisement du pinceau déjà. C'est-à-dire, il remplit son pinceau, toujours le même pinceau, pinceau numéro 0, je l'adore. Alors que c'est exactement le chiffre qu'il n'a pas choisi. Bon, je vous les montre parce que, vous voyez, tout est choisi quelque part chez lui, et les pinceaux seront méticuleusement conservés. À la fin de chaque pinceau, il note le premier et le dernier chiffre du pinceau, c'est gravé dans le bois, et il garde comme ça tous les pinceaux qui sont donc toujours les mêmes pinceaux, pinceau numéro 0. Et non, où est-ce que je l'ai? Voilà, celle-là est pas mal. Et on a quelque chose qui est comme une respiration, moi je trouve. On sent que l'épuisement du pinceau est en même temps l'épuisement de la respiration. Et ce cycle, quelque part, déjà, cette vibration presque de la toile, qui, loin d'être une espèce de monochrome fade et creux, ou en tout cas monolithique, va au contraire déployer cette espèce de fluidité et de douceur. Voilà. Alors, pas de bol, la bande de l'enregistrement du 1 million va être perdue par le galeriste, ce qui est un peu rude, parce que pour lui, je l'ai dit, c'est un moment extrêmement fort. Mais à peine a-t-il terminé son million, qu'il va enchaîner pour le million 1 et continuer le protocole. C'est l'œuvre qui veut ça et qui est finalement juste pour lui à l'intérieur de cette logique-là. Voilà. J'avais écrit 2-3 choses, mais peut-être que je vais passer là-dessus. Parce que je ressens la même chose, je me demandais si ce n'était pas un état d'alcoolique. Les alcooliques, quelque part, sont toujours en train d'annoncer le dernier verre. Le dernier verre, c'est toujours l'avant-dernier verre. Il y en a toujours un après. Et je ne sais pas pourquoi. Il y a un très beau texte de Deleuze là-dessus, sur le pénultième. Le pénultième, c'est l'avant-dernier. Et je pense que Opalka est toujours dans l'avant-dernier. Il n'y a pas de dernier. Voilà. Et c'est étrange, c'est quelque chose que je ressens moi, quand je fais un peu de footing. Parce que c'est épuisant, c'est bizarre de rapprocher ça, mais enfin, psychologiquement, cette idée qu'il y a toujours un pas après le pas. Quoi. Et ça crée un état psychologique qui est à la fois délicieux et assez étrange. De ne pas avoir une fin programmée, mais d'avoir un prolongement infini. Et ben voilà. Alors, 2-3 petites images, puis je pense que je vais vous montrer maintenant d'autres choses. Ça, c'est la fin d'une toile. Je ne sais pas si vous voyez. C'est tout bête, mais c'est un enjeu pour lui, de bien tomber à la fin.
Hein, il faut gérer, bien entendu, la fin d'une toile, en sachant que ça va reprendre après, mais en tombant bien quand même sur le dernier chiffre, parce qu'il ne faut pas être trop serré, il faut que le rythme reste constant et continu. Voilà, c'est des petits détails, mais qui font partie aussi du quotidien. Voilà ici une série rassemblée de portraits. Vous voyez comment aussi, petit à petit, je l'ai dit ou pas? Non, je ne l'ai pas dit. 72, donc, il rajoute 1% de blanc dans la toile. C'est très important, bien sûr. C'est le moment, peut-être le dernier choix fondateur. C'est à partir de 72, à chaque nouvelle toile, il rajoutera 1% de blanc dans le noir. Ça veut dire qu'à terme, l'œuvre va tirer vers le blanc sur blanc. Et bien entendu que c'est important. Parce qu'arrivé en fin de vie, il est mort en 2004, je crois, arrivé en fin de vie, il peint blanc sur blanc. Pourquoi je dis ça? Parce que déjà, je trouve que c'est beau, ces photos. Vous voyez comment lui-même, en vieillissant, devient blanc sur blanc. Il devient comme ces toiles. Il disparaît dans ces toiles. Sa chevelure blanchit, son visage même blanchit. Je pense même qu'il a fait des choix en termes d'exposition photographique pour blanchir un petit peu l'image. Quelque chose de très diaphane, très peu de contraste. Voilà, j'avais fait un lien avec Boltanski. Alors ça, c'est un petit détail, mais je vais te donner les détails au fur et à mesure. Et on va voir les dernières toiles qui sont, à mon avis, les plus belles. C'est ce qu'il appelle les cartes de voyage. À partir d'un certain moment, il commence à voyager quand même en Europe. En Pologne, c'est très 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 compliqué de voyager. Il vous faut tampon, administration, etc., etc. Et donc, il part souvent assez longtemps de son domicile et il ne supporte pas ça. Je lui ai dit un peu, passer 2 semaines loin de son atelier, pour lui, c'est une vraie souffrance. Donc, il va inventer le système des cartes de voyage. Carte de voyage, c'est comment prolonger le travail en dehors de l'atelier, sous forme de carnet, des tailles plus réduites. C'est l'équivalent du A4, mais ce n'est pas tout à fait le A4, c'est 24-32 je crois. Et le protocole continue, c'est-à-dire que dès qu'il termine une toile, il commence une carte de voyage. Alors ça a l'air tout bête, mais c'est un peu compliqué, parce que dès qu'il prévoit un voyage, il doit être sûr qu'il a terminé la toile d'avant. Ce qui va l'amener à organiser de manière très précise ses voyages en Occident, au moment où il a terminé une toile. Ou parfois, ça arrive souvent même, de repousser un voyage pour être sûr d'avoir terminé une toile, et pouvoir commencer une carte de voyage, effectivement, en cours. Je crois que le million... Non, c'est pas le million. Enfin, il y a des chiffres importants qu'il a terminé en carte de voyage. C'est moins un souci quand il rentre, il termine sa carte de voyage dans l'atelier et il reprend une nouvelle toile. Voilà. Première chose, je trouve qui est intéressante, je le montre ici vite fait, mais il en a fait un livre de ses cartes de voyage. Il va arrêter les cartes de voyage une fois que le mur du Berlin va tomber, pour la raison simple, c'est qu'on peut voyager beaucoup plus facilement, et du coup il fera des voyages beaucoup plus courts. Il aura juste à quitter l'atelier 2-3 jours maximum et à revenir tranquillement pour reprendre le cours de ces toiles. Il va faire une édition donc des cartes de voyage. Ce que je trouve intéressant, et là je me permettrai de faire une proposition, puis je vais aller vite sur la fin, toujours je suis un peu court, un peu trop bavard, mais plusieurs raisons. D'abord, moi je suis très bonne raison, j'adore les livres d'artistes. Donc effectivement, je suis attentif à ce qui, dans l'œuvre d'Opalka, ira sur ce terrain-là. A priori, ce n'est pas forcément le médium le plus juste, et en même temps, c'est le plus juste. On va essayer de voir pourquoi. Pourquoi c'est pas le plus juste? D'abord parce que je détisse une œuvre de l'incarnation, de la puissance, de la présence de l'œuvre. Or, le livre d'artiste, on l'a vu l'année dernière, c'est la démultiplication. C'est cette idée qu'on ne fait pas des œuvres numérotées, on fait des livres, comme un roman de Gallimard, quelque part, en plus bizarre, mais on fait des œuvres d'art en multiples, à l'infini. Là où à mon avis c'est très pertinent pour Opalka de travailler dans le livre, ça c'est pour quelque chose que Anne Mongean-Delcroix, qui est une référence un peu du livre d'artiste en France, dit très bien. Elle dit qu'est-ce que c'est qu'un livre, et qu'est-ce que c'est qu'un livre d'artiste en particulier? C'est une durée. Un livre, c'est une durée. Une peinture, c'est un instant dans lequel on s'inscrit dans la durée. Bien sûr, on reste un moment devant une œuvre, mais face à une œuvre, on est saisi par l'instantanéité de tous les signes qui se présentent à notre regard. C'est vraiment cette dimension spatiale et presque instantanéiste de l'œuvre qui fonde les arts plastiques, enfin en partie en tout cas quand on va dans une galerie. Bien entendu, on traverse une expo comme on bouquine un livre aussi, on s'installe dans une durée, on passe d'une œuvre à une autre, etc. Mais le livre en particulier, et le livre d'artiste pour nous, a cette particularité de construire une durée. 1 page, 2 pages, 3 pages, chaque page de taille équivalente, et qui se poursuit dans une espèce d'archéologie simple,
de la pagination, de 1 à 10, 20, 30, 50, etc. Et bien ça, c'est formidable, ça marche très très bien, j'ai envie de dire, pour le travail d'Opalka, qui va, je pense, sentir cette possibilité d'épuiser à l'intérieur du livre aussi, ou de reconduire cette durée propre qui a été la sienne à l'intérieur d'un objet qui lui-même sera susceptible d'incarner cette durée en particulier. Allez, je passe, on voit ici, hein, tout est là, la bande sonore, le casque. Voilà, alors, ça c'est intéressant, vous voyez même le système hein, qui va être inventé à un moment, avec un système de moteur pour faire descendre la toile, pour ne pas avoir à s'abîmer le bras, etc. Lui reste à hauteur constante, et c'est la toile qui descend. Tout est là. Tout est là. Le parapluie pour avoir une lumière homogène, ça, c'est sa cellule. Sa cellule monacale, j'entends. Hein. Et j'ai envie de dire que ça, c'est le dispositif au sens que pour moi, c'est une partie de l'œuvre à part entière. Vous voyez, c'est tellement bizarre comme type d'atelier qu'on est là, à mon avis, dans un fragment de l'œuvre en tant que tel. Voilà, pas de surprise, ici on a eu pas mal, je pense, d'infos. Ah voilà, ça c'est les dernières toiles. Magnifique, hein. Il a choisi de travailler sur son noir au début avec un blanc de titane. Sur la fin de sa vie, il va être obligé de faire un choix de blanc. Le blanc d'arrière-fond, celui qui s'ajoute pourcent après pourcent, va être un blanc de zinc, alors que le blanc de l'écriture restera le blanc de titane. Ce qui lui permet d'avoir déjà une petite variation de teinte, tous les blancs ne sont pas équivalents, mais aussi une variation de lumière. Bien entendu, vieillissant, vous l'avez compris, l'œuvre va tendre à un monochrome parfait, celui d'une écriture blanche sur blanc. Ce qui pose un souci particulier pour lui, d'une part c'est qu'il ne voit plus rien, d'accord, il ne voit plus ce qu'il écrit, d'où l'importance, mine de rien, de le dire à l'oral. Le disant, il sait qu'il l'écrit, et il l'a effectivement écrit. Donc je ne sais pas si vous sentez comment ici, la dimension métaphysique de l'œuvre et la dimension presque conceptuelle rejoint une dimension éprouvée de cette comptabilité. Et voilà les dernières qui sont pour moi les plus belles. Et ben voilà, après j'avais prévu de vous montrer 2-3 monochromes, bien sûr, parce qu'on est dans une histoire de la peinture et du monochrome, avec le bleu de Yves Klein. Je ne vais peut-être pas trop rentrer dans les détails. Hein. L'immatérialité du bleu de Yves Klein, je vous renvoie à cette œuvre magnifique, qui est toute l'œuvre de Yves Klein, hein, qui est fondatrice au XXe. Le carré noir de Malevich, là on est au début du XXe siècle, là on est encore plus à la racine. Je vous renvoie également à un très bel ouvrage de Denis Rioux, si ça vous intéresse, R-I-O-U-T, sur l'histoire du monochrome au XXe siècle. Monochrome, on est d'accord, c'est une toile d'une seule couleur, d'une seule teinte. Soulages, Malevich, Robert Riemann, Barnett Newman aux États-Unis, Rothko, bon, plein d'autres. Hein. Il y a toute une histoire au XXe siècle du monochrome qui est tout à fait passionnante. C'est-à-dire, contrairement là encore à ce qu'on pense, ce choix, a priori un peu monobloc, de choisir une seule teinte, en fait, il va déployer une richesse et une diversité quasi infinie des propositions. Toujours Malevich, carré blanc sur fond blanc. Bon, je passe, hein. Je ne vais pas vous faire de cours là-dessus, c'est pas intéressant. Ça, c'est peut-être intéressant, la manière qu'il va avoir de présenter ses œuvres. D'abord, deux choses, ça sera parfaitement cohérent, mais toutes les toiles, à chaque fois qu'un Opalka est présenté en multiple, vous verrez qu'entre chaque toile, vous avez 26 cm. 26 cm, c'est la main d'Opalka ouverte. D'accord? Donc toujours pareil. La taille de la toile, c'est 196 x 132, je crois. Bon, je sais pas, 196 sur 130 et des brouettes. Qu'est-ce que c'est? C'est la taille parfaite pour que Opalka puisse prendre la toile tout seul dans ses bras. D'accord? Voilà, les bras tendus. C'est également la taille maximum pour que la toile passe dans la porte de son atelier et puisse descendre ensuite par l'escalier. Vous voyez, tout est logique. Hein. Un jour, il va recevoir une toile, parce qu'il commande des toiles apprêtées chez un fournisseur, qui va faire 1 mm de trop. Il est fou de rage. Il est fou de rage et il rompt le contrat avec son fournisseur pour trouver un fournisseur à Turin qui va lui fournir le bon format. Vous voyez, toujours pareil, des choix ont été faits et il exige que ces choix soient tenus jusqu'à la fin. Il va inventer un système de présentation qui s'appelle l'octogone. Alors je ne sais pas si vous voyez bien, en fait c'est une pièce octogonale dans laquelle chaque œuvre est présentée sur un mur. Le principe étant qu'on part de la toile la plus jeune, la plus ancienne, pour aller vers la plus jeune, entre guillemets, de la toile la plus noire vers la toile la plus blanche, et on a une circulation octogonale, qui est encore un espace très pur, très géométrique, un peu détaché
de la vie et qui est pourtant lié à la vie. Alors, 2-3 artistes, je pense qu'ils seront peut-être intéressants. Onkawara, à la même époque, hein, artiste conceptuel japonais, qui va avoir plusieurs pièces que je trouve intéressantes sur le temps, bien sûr, d'étoiles, qui consistent à marquer la date du jour sur fond noir. Je suis désolé, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, je n'ai pas le temps, puis c'est juste pour ouvrir un petit peu, montrer que c'est des préoccupations hein, qui traversent l'art conceptuel et aussi l'époque, mais toutes les époques, enfin, le temps, on ne fait pas de sujet plus absolu en art. Autre travail de Onkawara que j'aime bien, qui s'appelle I Am Still Alive. Pendant une période assez longue de sa vie, il va envoyer des télégrammes à ses amis, à des collectionneurs, à des galeristes, ou à des gens, où simplement il met une phrase. Je suis toujours vivant. Hein, et il va envoyer ça, voilà. Je suis toujours vivant, tout va bien. Et il va faire ça un bon paquet de temps, ce que je trouve qui est une œuvre magnifique, qui relève pour moi de l'ordre du livre d'artiste, c'est pour ça aussi que je la montre, même si c'est plutôt du mail art, mais ça a été édité en livre également, pour rassembler tous ces éléments, et qui participe de l'idée du multiple aussi, je trouve qui est intéressante. Vous voyez bien, là encore, hein, la dimension précaire. J'ai pensé également, ça me paraît être une comparaison à laquelle je n'avais pas pensé au début, mais qui pourrait être intéressante si je le retrouve. On l'a vu tout à l'heure, c'est Boltanski. Hein. Voilà, Boltanski, par exemple, vous connaissez peut-être. Pourquoi? Parce que Boltanski, artiste français, à peu près à la même époque, années 60, 70, bon, va être l'incarnation de cette espèce de drame de la vie, qui passe ici, par exemple, des vêtements vides, qui sont trouvés chez Emmaüs ou autres, qui sont l'incarnation de la présence fantomatique de ceux qui les ont habités. Je ne sais pas si je suis très clair. Chez Boltanski, il y a toute une rhétorique du singulier et du collectif, de l'individuel et de l'intemporel, quelque part, autour notamment des vêtements vides, qui sont et des photographies trouvées, qui sont un médium comme ça très très fort, qui rappelle la Shoah, bien sûr, aussi. Bon, je ne rentre pas trop là-dedans, mais il y a quelque chose, je trouve, qui est de l'ordre de l'existentiel chez Boltanski, qui est finalement très très proche du travail plus froid et plus conceptuel de Opalka. Je vous renvoie, bien entendu, à ce formidable artiste et à cette œuvre, maintenant tout à fait incroyable, hein, de Boltanski. Onkawara, toujours, vous voyez, la date du jour et un journal du jour aussi. C'est un dispositif qu'il a aussi mis en œuvre dans une boîte. Voilà, la date, avec le découpage d'un journal du jour, qui contextualise le lieu où il est, la date, etc. Quelque chose de très froid. Ça, j'adore cette œuvre. 1 million years. 500 000 ans par double page, je crois. Et il va produire une comptabilité, page après page, d'1 million d'années avant et 1 million d'années après. C'est un geste complètement absurde, hein, on est d'accord, hein, faut pas... mais qui est une véritable comptabilité pleine et entière sur 9 tomes de 1 million d'années. C'est absurde, hein. Là encore, il faut vraiment jouer avec cette espèce de liberté du temps et de force en même temps. Je ne sais pas trop quoi en dire. Moi, je trouve que c'est des œuvres à la fois très froides et en même temps absolument incroyables dans l'ambition qui les travaille. Et voilà. Je vais peut-être m'arrêter là.